Alexandre, désolé, ça va? Pardon, mais c'est pas tout simple. Euh, on est pile au cœur du sujet, c'est que je viens de perdre mon beau-père et sa femme, c'est vraiment sa femme. Ma mère n'est pas très bien. Voilà. Hmm. Voilà. Alexandre, est-ce que tu as pu faire le voyage avec Annabelle? J'ai vu, j'ai vu une partie et puis, mais et il a fallu, voilà. Ok, ok. Euh, ma première question, c'est en effet, tu as accompagné ton beau-père et est-ce que tu peux nous dire, euh, dans- partager avec nous ta réflexion, ton regard sur l'accompagnement. Tu es un artiste, tu es un homme qui met en mots, qui met en images, qui donne à voir et à entendre. Est-ce que, dans le respect évidemment de ton intimité, mais on en a un peu parlé hier, qu'est-ce que tu peux donner à entendre à notre public sur ce moment-là du départ? C'est que c'est la chose la plus naturelle qui soit. Il me semble que c'est qu'on est tous extraordinairement équipés pour vivre ça. C'est intimidant parce que quand on n'en a pas l'habitude ni l'expérience, qu'a Annabelle, qui sait visiblement se faufiler quoi, dans ce moment. Mais je trouve qu'on est fondamentalement construit pour ça. Et donc ça s'accompagne très naturellement. C'est-à-dire que ce n'est pas un événement anormal. C'est un événement intimidant par son importance, mais qui n'a pas de caractère anormal. Euh, Quand je parle d'équipement, c'est comme les gens qui disent avant d'avoir un enfant, je ne suis pas prêt. Personne n'est prêt à être parent. C'est l'arrivée de l'enfant qui fait qu'on devient parent. Et là, l'arrivée de la mort, c'est c'est ce qui fait décoller et se déployer ces ailes-là, qui sinon sont refermées avant. Mais on les a. Et donc, j'ai été très surpris parce que c'est pour ça que j'ai accepté de venir. En fait, beaucoup plus pour écouter, parce que il y a si peu de paroles dans notre société, très très peu. On parle quasi pas. Il y a une sorte de gêne générale. Il n'y a aucune émission de télévision, de trucs où on pourrait parler de manière juste. Euh, en fait, on a peu d'informations. Et au moment où ça arrive, en fait, on n'en a pas besoin tant que ça. Euh, j'ai l'impression un jour, je, j'étais en Afrique, je parlais à des femmes qui racontaient comment elles accouchaient. Et elles accouchaient. Il n'y avait pas des dingues qui avaient médicalisé tout ça. Et ça leur semblait très bizarre, tout le tintouin qu'on faisait en Europe. J'ai ressenti la même chose. C'est-à-dire que, en fait, c'est normal. Et comme les décisions qu'on a à prendre, parce que comme c'est hyper médicalisé, à un moment, comme disent les médecins, on stabilise quelqu'un, comme si c'était un objectif. Mais ça ne peut pas être un objectif de stabiliser quelqu'un qui a des poumons qui ne marchent plus. C'est pas, en soi, ça peut pas être un. Et on le sent très bien. On n'a pas besoin si on est réellement présent. Or, c'est un moment qu'il est presque impossible de traverser en étant absent. Absent à soi-même, tu veux dire? Oui, oui. Alors que moi, je suis surdoué dans la vie pour être absent à moi-même. Et je m'absente dans mes livres, dans mes trucs, mes idées, mes envies, mes rêves amoureux.
Et là, c'est impossible. C'est-à-dire que la qualité de présence de celui qui est en train de partir et qui simplement nous précède fait que ça met le diapason. Et on peut pas être bête. On peut pas être à côté de soi. Donc, je pense que c'est à peu près impossible, en fait. C'est un des grands, grands moments de présence. Et quand on le partage, ce qui était mon cas, on était plusieurs autour de mon beau-père, et tout le monde a été d'une infinie présence. Ce sont des moments où tout compte. Et puis aussi un moment très curieux parce que le temps n'est pas le même. La qualité du temps est différente. Il ne s'arrête pas, parce que c'est quand même un accouchement, hein. Donc ça ne s'arrête pas. Mais ça n'est pas non plus suspendu, c'est un autre temps. C'est un temps où chaque chose compte, où tout s'imprègne, où rien n'est perdu. Ce qui est assez rare dans la vie. Et plus j'y pense, plus je trouve que ce temps-là ressemble à ce que j'ai vécu avec la naissance de mes enfants. On ne sait pas combien de temps ça dure, en fait. Parce qu'on vit le temps de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est incroyable, Alexandre, comme ce que tu dis est en écho de ce que disent les gens qui vivent des EMI sur leur rapport au temps, avec un temps qui disparaît des catégories ordinaires, et aussi en écho, pour ceux qui étaient là le premier soir, de ce que disait Michel Bidbol, le philosophe. Donc là, au travers des mots du témoignage de celui qui a vécu l'expérience de l'accompagnement, on retrouve des passerelles sur tout ce qu'on a évoqué depuis le début du colloque. Je suis assez fascinée par ça. Enfin, je ne sais pas, Sandra, Sylvie, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire? Oui, c'est Sandra. Vas-y, Sandra. Oui, ça me touche beaucoup. Et je trouve ça d'une justesse et d'une précision. Et merci de témoigner comme ça, parce qu'effectivement, je pense que c'est beaucoup plus simple qu'on ne pense. Et les outils qu'on peut avoir au dernier moment et cette fameuse présence dont vous parlez, c'est très touchant, mais c'est leur présence aussi qui nous amène à cette présence. Enfin, c'est ce cadeau en fait que les personnes en fin de vie peuvent nous donner. Qui nous amène à une présence hors du temps, mais parce qu'eux aussi sont dans un espace hors du temps. Et je voudrais aussi rebondir sur l'idée d'accompagnement. Alexandre, je ne sais pas si vous avez fait ça, mais c'est vrai que de permettre de rappeler, en tout cas je le dis pour ceux qui nous écoutent, de rappeler à la personne qui va mourir le plus beau moment de sa vie, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner. Alors je vous le dis, si jamais vous avez encore accompagné des êtres en partance, dites merci et rappelez les beaux moments, parce que la personne, elle est en train de s'ouvrir, elle va bientôt partir et elle se charge avec tout ce qu'elle a fait de plus beau, et c'était bien l'expérience du TEDx que j'ai proposé, de partir avec les plus beaux moments de la vie. C'est vraiment ce que j'avais à cœur de dire ce soir. Alors si Alexandre, ça peut être ressource, j'espère en fait. Mais merci pour cette qualité de présence qui est la plus belle parole à donner ce soir, la présence, bien sûr. Ouais. Merci. C'est drôle, j'ai vécu ça et j'avais ma sœur qui était là. Et j'ai senti à quel point c'était important aussi que l'accompagnement se fasse avec un homme et une femme. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui se passe à ce moment-là, il y avait un quasi-frère, un cousin, et il fallait qu'il y ait une fille. Je ne sais pas pourquoi, pour moi ça a été très important. Qui est la totalité de la vie aussi d'une famille.
et nous sommes sexués. Mhm. Et je sentais bien qu'elle ne vivait pas ça comme moi. Et je sentais que c'était aussi lié à sa qualité de fille. Formidable ce que tu dis. Ça n'a pas de fondement ce que je dis. C'est ton ressenti. Oui. Mais c'est un moment où il y a une phrase que j'adore de Balzac qui dit « Raisonner là où il faut sentir est le propre des âmes sans portée ». Et c'est un moment qui n'est pas fait du tout pour le raisonnement. Du tout. L'introduction de la logique mais d'ailleurs, quand surgit la logique médicale, on sent bien qu'elle n'est pas complètement à sa place. On sent bien qu'elle est grossière. Elle fait ce qu'elle peut, les gens font ce qu'ils peuvent dans un service. Ils essayent de faire des actes qui leur semblent importants, au moment où ils basculent dans plus moins d'oxygène et plus de morphine. Je vois bien que ce sont des actes qui ont leur mécanique, quoi. Mais c'est très insuffisant. L'instant on peut s'appuyer sur la médecine, sur des gens qui savent mieux que moi comment fonctionne l'animal. Mais ce n'est pas l'animal qui meurt.